chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. La station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille du 20 mars 2022. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe mythique Noir Désir, et nous allons tenter au cours de cette nouvelle émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne entre autres. Et puis, au cours de cette toujours même émission, mais pour la partie artistique, nous allons vous causer d'un artiste finlandais dont nous avons visité l'exposition au Petit Palais, récemment, dernièrement, il n'y a pas longtemps. Voilà, on va vous balader un petit peu dans la Finlande et dans la France aussi, et dans Paris aussi, de ce peintre. Voilà, ce peintre Albert Edelfelt, un peintre du 19e. Quoi ça nous sert d'être honnête? Les voleurs vivent mieux que nous. Les voleurs, on les voit partout. Au cinéma, ils font recette et leurs mémoires font des sous. On les admire, voyez-vous. Ah, bien sûr, si c'était possible, honnête et rempli de pognon. Mais c'est ça qui nous rend grognons. On sait que c'est inaccessible, alors que honnête et fauché, c'est ridicule et ça n'a jamais consolé. C'est pour l'honneur. Tiens, tiens, l'honneur. L'honneur, ça se mange en salade. Et le bonheur, pauvre malade. Le bonheur, il est pour les chiens. À quoi ça sert qu'on se décarcasse? Les feignants vivent mieux que nous. Les feignants joignent les deux bouts, sans trop se bouger la surface. On les accueille un peu partout. Ils sont si gentils, voyez-vous. Ah, bien sûr, si c'était possible, laborieux et considéré. Essayez, on vous rit au nez, on vous trouve vraiment pénible, alors bosseur et méprisé. C'est ridicule et ça n'a jamais
consoler. C'est pour l'honneur, tiens, tiens, l'honneur. L'honneur, ça se mange en salade. Et le bonheur, pauvre malade, le bonheur, il est pour les chiens. À quoi ça sert d'être pacifique? Les soudards vivent mieux que nous. Les soudards ont un charme fou, et leurs élans patriotiques jettent les foules à leurs genoux. On les respecte, voyez-vous. Ah, bien sûr, si c'était possible, pacifique et bien protégé. Mais on est au cœur du danger, on fait une trop bonne cible, alors tranquille et irradié. C'est ridicule et ça jamais consolé. C'est pour l'honneur, tiens, tiens, l'honneur. L'honneur, ça se mange en salade. Et le bonheur, pauvre malade, le bonheur, il est pour les chiens. À quoi ça sert d'aimer les autres? Les racistes vivent mieux que nous. Les racistes un peu partout, sous des dehors de bons apôtres, cachent les crimes les plus fous, dont ils se vantent peu ou peu. Ah, bien sûr, si c'était possible, tolérant et puis toléré, libre d'aimer sans comparer, serait un bonheur indicible, mais tolérant et tabassé, c'est ridicule et ça n'a jamais consolé. C'est pour l'honneur, tiens, tiens, l'honneur. L'honneur, ça se mange en salade. Et le bonheur, pauvre malade, le bonheur, il est pour les chiens. L'honneur, ça nous fait bien rire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire à nos enfants? C'était l'honneur interprété par Anne Sylvestre. Oui, pour à propos de mon petit papelier, le presse-papier de la semaine est consacré à la Légion d'honneur. Bachar el-Assad, l'Italien Benito Mussolini, le général espagnol Franco et le Roumain Nicolas Ceausescu, l'ex-président tunisien Ben Ali, après le père Oscar Bongo, le fils Ali Bongo, Nicolas Sarkozy lui remet la Légion d'honneur en 2010. Vladimir Poutine est décoré par Jacques Chirac en 2006. Papon, Pétain, et tant d'autres criminels de guerre passifs du tribunal de la Haye pour crimes contre l'humanité et autres gracieusetés de la Camargue. Beaucoup sont aujourd'hui dans les chaudrons de Lucifer, mais encore sont à venir se faire décorer dans les salons de l'Élysée des us et coutumes de la diplomatie à ce qu'on dit pour excuser du peu de considération que les États et leurs chefs ont pour la vie humaine. En cette période de barbarie assumée, une petite piqûre de rappel qui peut-être remettra à jour les compteurs de l'histoire. Mais une décoration inventée par un dictateur, Napoléon qui est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon, ne pouvait avoir meilleur destin. Des milliers de décorés, et pas que pour des raisons diplomatiques. Aux fonctionnaires, députés, sénateurs, ministres, patrons, flics, magistrats, artistes, et j'en passe, et des pas plus reluisantes. Cela se bouscule, ce petit monde interlope de fripouilles fripées, gradées et en quête de respectabilité. Le pouvoir, comme on dit, s'en lustre le poil. Et le peuple, il a droit aussi à la médaille, la Légion d'honneur de l'industrie, qui n'a rien de commun avec celle du petit bandit corse. On la doit à un ministre de Hollande, Montebourg, qui était, vous le savez, pour une reconquête de l'industrie française,
et dont seulement quelques dizaines d'individus sont à ce jour décorés, patrons et ouvriers. Non, pas de cérémonie élyséenne, faut pas rêver non plus, mais enfin un ouvrier, 35 ans d'industrie dans les menottes, et de la fierté dans le regard à la remise de la breloque. Comme quoi, il n'y a pas que les criminels de guerre qui pouffent d'orgueil comme récipiendaires de la chose, qu'un petit bouton rouge étrangement appelé ruban orne la boutonnière des dictateurs. Et tout ce beau monde pavoise dans les soirées mondaines ou dans les lupanards, il n'y a pas de vraie différence. Alors les bombes sur la gueule des peuples occupés, les cadavres de mères et d'enfants qui fleurissent les rues sinistrées, de l'est de l'Europe jusqu'aux rives du Jourdain, il y a de la Légion d'honneur qui s'impatiente. Dans mon enfance, on y revient toujours, on habituait déjà les chiards aux remises de médailles. Un certain nombre de bons points en pavaient le chemin. Oh, il y avait les médailles d'honneur, les médailles d'excellence, hein, voilà, c'était encore dans les médailles. Comme les médailles de mes grands-pères trucidés à la guerre, la grande qu'on doit ajouter. Chez ma grand-mère paternelle, elles étaient sur un fond de velours noir et encadrées, accrochées, à côté, à la tête du lit de mon aïeul. Ma grand-mère maternelle les avait remisées dans un tiroir, le sort des décorations. Et je vous en passe les meilleurs, ainsi d'une Légion d'honneur chourée par un cousin de ma compagne de l'époque, dans un meuble d'Issel, et une sorte d'écho à un slogan d'Harakiri qui disait que si on ne pouvait pas se l'acheter, fallait le voler. Donc, le parent indélicat n'en était pas tant que ça. Pour le lecteur de ce magazine, et dont j'avais acheté le premier numéro dans un kiosque à journaux du côté de la place d'Italie, une bonne lecture pour la formation de l'esprit libre, et sans appétit pour les honneurs et la Légion en médaille. Ouais, c'est vrai que tu rappelles ces prix d'excellence, prix d'honneur, c'est quand même terrible. Comme, effectivement, on sent que les gamins sont tout de suite mis sur les rails. Alors maintenant, ça n'existe plus. Et heureusement, les pédagogies alternatives sont sur le sans notes et tout ça. Il y a quand même une réflexion qui est menée là-dessus pour éviter cet esprit de compétition. C'était dès la maternelle. Hein. Ouais, dès la maternelle. Dès la maternelle, on avait des médailles. Oui, il y avait des médailles. C'est la croix d'honneur ou la croix d'excellence. Mmh. Ouais, puis le prix de camaraderie, et puis le prix de ceci, et puis le prix de cela, et voilà, comment on peut commencer à les formater pour être... Pour devenir des bons citoyens. Un bon citoyen, c'est un citoyen qui ne discute pas, hein, surtout pas qui ne pense pas non plus. Ouais. Alors moi je vais revenir sur 2 points. Alors je vais commencer par celui qui nous chatouille le plus, parce que le plus pénible, c'est tout ce scandale McKinsey là, dont on parle en ce moment, ces bureaux McKinsey. Nous on en avait déjà parlé depuis un petit moment, justement, c'est toutes ces commandes qui sont faites. McKinsey n'est pas toute seule, hein, n'est pas tout seul, tous ces cabinets privés qui font qui reçoivent des demandes d'études et qui coûtent, là les derniers chiffres parlent à peu près d'1 milliard par an depuis le quinquennat Macron, donc 1 milliard sur une année. Par an. En 2021, ce serait au moins 1 milliard. Le Monde a sorti une étude où il parle de 2 milliards sur les 5 ans, mais ils disent qu'ils sont sûrement à minima. Et l'article du Monde est très bien. Il recense quels sont les ministères qui ont proposé au cabinet de travailler pour eux, pour quel montant. Enfin, c'est des sommes faramineuses. Et des fois, c'est l'opacité totale, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui commande et pourquoi. Certaines études ne vont pas jusqu'au bout. En fait, en tout cas, en 2021, je crois que les demandes ont triplé. Donc c'est vraiment un trou dans le budget de l'État. Et là, on ne parle que de l'État. Quand on parle d'1 milliard en 2021, on ne parle pas des commandes passées par les collectivités locales ou voilà, c'est reste vraiment les commandes des ministères. Alors j'écoutais ce matin sur le média justement une petite analyse de tout ça, où alors ils expliquaient que ça a commencé sous le gouvernement Sarkozy, où en fait les budgets des ministères, le personnel des ministères a été réduit, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnel et par contre les budgets sont restés identiques. Donc on a diminué le personnel, on a gardé des budgets identiques, ce qui fait qu'en fait on a un complément de revenus, et il y a une interdiction, je ne sais plus si ça s'appelle la loi des plafonds, où ils n'ont pas le droit d'embaucher plus que les gens qui sont déjà en place. Donc en fait ça dégage une somme justement qu'on peut allouer à des cabinets privés. Alors la personne qui expliquait ça
n'y voyait pas là de calcul à l'avance. Moi, je suis plus dubitative par rapport à ça, sachant que ce soit Sarkozy ou Hollande et même Macron, justement, depuis personne n'a fait sauter ces plafonds d'embauche. Donc, il y a quand même cette volonté de dégager de l'argent et de garder un nombre d'employés de fonctionnaires plus bas, quoi. Donc il y a vraiment un gros scandale là-dessus. Et donc McKinsey est le plus gros parce que c'est lui qui est vraiment au sein de l'État, hein, depuis 5 ans. On aime bien, moi j'aime bien rappeler qu'un des directeurs d'une branche de McKinsey est le fils Fabius, que McKinsey a été embauché aussi sur tout le conseil sur la pandémie, la vaccination, que quand on a eu des mesures liberticides revues par le Conseil constitutionnel, le président étant Laurent Fabius, on n'allait pas mettre en contradiction le père et le fils, donc toutes les mesures liberticides qui ont été proposées par McKinsey ont été validées. Et là, donc, la commission sénatoriale, justement, vient de pointer tout ça, et c'est quand même, je trouve que c'est un pas important d'avancer dans ce scandale, qui est quand même je pense, un scandale d'État. On a aussi le cabinet qui s'appelle Capgemini, entre autres, hein, qui a reçu aussi plusieurs demandes. Et là, le dernier scandale aussi, c'est que McKinsey ne paye pas d'impôts. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui fait 329 millions d'euros de bénéfices et qui arrive en France, mais qui arrive à être déficitaire parce que par un système de comptabilité, en fait, les biens, les sommes sont reversées à la maison mère qui est au Delaware, qui est un paradis fiscal aux États-Unis. Donc en fait, c'est une entreprise qui n'est pas imposable. Et là où il y a quand même quelque chose de grave, c'est que le président français qui a été interrogé par la commission sénatoriale a juré devant la commission sénatoriale que oui, McKinsey payait des impôts en France. Donc là, on est quand même dans du parjure parce qu'on est dans un mensonge. Enfin, c'est quand même quelque chose qui... Tu veux parler du président McKinsey ? Du président en France, oui, de celui qui représente le cabinet McKinsey en France, qui a juré que non, il n'y avait pas. Non, c'est Karim Tadjeddine qui lui a juré que oui, il y avait McKinsey payé ses impôts. Non, mais c'est un peu comme ces deux gonfle-bouffies là de Arnaud et du patron breton là, comment tu l'appelles là, Canal Plus là. Bolloré, qui ont été aussi auditionnés et qui ont raconté n'importe quoi, voilà, justement sur ces espèces de conglomérats de presse, etc., des milliardaires. Oh non, pas du tout. Non. Ils n'ont aucune influence sur les rédactions, aucune influence sur les politiques éditoriales, etc. Alors par exemple, la McKinsey a facturé 4 millions d'euros aux contribuables, parce que c'est quand même l'argent des contribuables, hein, pour former l'administration aux ajustements nécessaires à l'application de la baisse des APL. Voilà. Mais, comme dit l'article, rassurez-vous, avec cette réforme, l'État a déjà économisé 10 milliards d'euros sur le dos des plus pauvres, parce que 5 euros sur chaque APL, ça fait quand même beaucoup d'argent. Oui, et dans le même temps, on augmentait les prébendes aux riches. Voilà, et on supprimait l'ISF au même moment. Hein. Donc voilà, ça c'est quand même... Non, et il y a encore des cons qui vont voter pour ce petit gonfle, ce petit machin là, qui se prend pour un président. Et là justement, il y a le cabinet Boston Consulting Group, c'est 558 900 euros pour l'organisation d'une convention des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas derrière production d'un travail, quoi. C'est donc voilà, c'est les cabinets de conseil donc nous coûtent cher alors qu'il y a les fonctionnaires qui peuvent exactement faire le même boulot pour une paye de fonctionnaire. Voilà, on a quand même en France des gens qui sont formés à sciences politiques, à l'ENA, qui ont les capacités de faire des rapports. Alors peut-être que si des fois il y avait des études très pointues sur des domaines où là on peut faire appel à d'autres, pourquoi pas, tu vois. Mais effectivement, normalement, on n'a pas besoin de ces cabinets, surtout que là, c'est vraiment au sein, ils sont au sein de l'État, quoi. C'est quasiment un nouveau ministère, tout à fait. Ministère des cabinets. Voilà, c'est comme si c'était plus l'État français qui prenait des décisions, mais tous ces cabinets de conseil avec des intérêts privés, parce que effectivement. Et américains, parce qu'effectivement, ils peuvent travailler pour l'État, mais ils peuvent aussi travailler pour des entreprises privées. C'est souvent le cas. Ils font pas allégeance à l'État français. Donc en fait, il y a des conflits d'intérêts forcément, ou leurs intérêts de conseiller l'État français dans une certaine direction, quoi. Imaginez que ce soit des cabinets russes.
Qu'est-ce qui se passerait? Parce que pourquoi pour les Russes, hein? Pourquoi pour les Chinois? Pourquoi pour les Japonais? Hein? Ben, ils auraient tout à fait le droit aussi, ou le privilège, ou ce qu'on veut, de travailler pour l'État français. Hein? Non, alors là, quand j'ai vu l'article du Monde, justement, avec toutes les missions, enfin, les bras nous en tombent, quoi, quand on voit... Ah non, non, s'il te plaît, pas de... Quand on pas voit de à chaque massacre, fois... Et justement, donc il y a toujours possibilité de revenir en arrière, hein, de se passer de ces cabinets, mais après, c'est une question, comme toujours, de volonté politique, quoi. Oui, mais la volonté politique, il y en a une, mais elle est au service du grand capital, comme aurait dit notre camarade Jojo. Voilà. La volonté politique des gouvernements français depuis le général de Gaulle, quoi, c'est de faire la carpette pour le fric. Voilà, le grand fric, le fric du CAC 40, le fric des grandes banques, etc., etc., etc. Ouais, mais là, c'est vrai que ça manque là. Moi qui pense que l'impôt est quand même quelque chose de juste pour financer du bien commun, justement, de l'hôpital, enfin la santé, l'éducation. Moi, quand je paye des impôts, bah, ça me fait plaisir de savoir que je participe à l'effort collectif. Oui, tu participes. Mais là, maintenant, je donne aux riches, en fait. Et bah, voilà. Ça me fait suer que ce soit Bernard Arnault, McKinsey qui récupère mes impôts, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, maintenant. Avant, on pouvait se dire, oui, les impôts, c'est juste, parce que ça permet de construire des hôpitaux. Bon, on les vire de plus en plus, les hôpitaux publics au profit du privé. Et qu'il y a plein de choses comme ça qui étaient importantes et auxquelles on participait par l'impôt. Mais maintenant, notre impôt, il sert à payer McKinsey, il sert à des choses comme ça. Alors bon, ça peut quand même poser des questions. Hein. Et Macron, qui est grand copain dans tout ça depuis longtemps, quoi. C'est vraiment... Ah oui. Voilà. On sort pas de la banque Rothschild indemne. De la commission Attali, de tous ces... voilà. McKinsey a quand même eu des sacrées condamnations parce qu'ils ont conseillé un médicament à base d'opiacés qui a fait des centaines de morts aux États-Unis, par exemple. Voilà. Et comment on peut leur faire confiance après quand ils demandent aux Français de se vacciner? Enfin, c'est quand même des questions qu'on peut se poser. On sait aussi que Pfizer avait été condamné, ça pour la vaccination, lui, eux étaient condamnés avant pour des études fausses. Donc vraiment, on peut être dubitatif sur tout, quoi. Ouais. Voilà. Donc, alors sinon une info plus réjouissante, au moins pour moi, c'est en Catalogne, donc en Espagne, le Parlement a approuvé à une large majorité, à la fin du mois dernier, une résolution visant à réhabiliter la mémoire de centaines de femmes jugées pour, entre guillemets, sorcellerie entre les 15e et 18e siècles. Et bien ça fait plaisir. Parce qu'on sait que dès la fin du Moyen-Âge, toutes ces femmes ont fait l'objet de persécutions méthodiques, de féminicides en chaîne. C'était des femmes qui étaient souvent illettrées, rurales, montagnardes, qui vivaient en marge de la société, des guérisseuses, des magiciennes, des sages-femmes, des femmes qu'on diabolisait. On les accusait de répandre un tas de maux, des maladies, la malchance, mais de s'offrir au diable. Et ces femmes qui avaient été dénoncées, elles ont été souvent torturées, soumises à la question, jugées, brûlées. Elles ont été exécutées donc jusqu'au XVIIIe siècle parce que simplement elles vivaient différemment et qu'elles inquiétaient l'ordre moral. Donc il y a eu des études, des historiens ont cherché à retrouver quelles ont été ces femmes et aujourd'hui on réhabilite leur mémoire et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Donc le texte voté par le Parlement reconnaît une persécution misogyne. Voilà. Donc c'est une avancée importante. Oui, on attend la même chose du Parlement français. Mais croyez-moi, c'est pas de mal à la veille. Exactement. Et donc, c'est tous ces rapports. Effectivement, c'est des femmes qui avaient un rapport au corps, à la vie, à la société différent, et ça choquait. Et donc, on les a fait taire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des livres récemment qui ont fait avancer cette cause. Hein. Il y a le bouquin de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, où justement, elle explique comment ces femmes, en fait, peuvent être des progressistes. Alors, elle parle aussi quelles sont les sorcières d'aujourd'hui, mais ça, c'est un autre problème. Il y a ma sorcière bien aimée. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, on ne brûle pas les femmes, mais voilà, c'est important que la Catalogne ait fait ça. Ouais. Oui, encore un pays, l'Espagne, qui a évidemment vécu une tragédie avec le franquisme, mais qui depuis s'est bien rattrapé. S'il vous plaît, soyez comme le duvet
soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi, regardez, je suis ainsi, apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu,
l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. Mère à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Une sorcière comme les autres, Anne Sylvestre. Voilà, presse-papier, Anne Sylvestre. Presse-papier terminé, nous allons poursuivre